Quand tu te lances en freelance, ta priorité, c'est pas de créer du contenu, de faire du marketing. La priorité, c'est le grand retour du grand Alexis Minchella sur Young, Wild and Freelance. Welcome back, Alexis. Merci beaucoup, Thomas. Très bonne année à toi. Je suis ravi de revenir. Ça fait, tu sais que ça fait presque 1 an et demi que je suis venu sur le. Je crois que j'étais épisode peut-être 8 ou 9. C'était l'épisode 9. Donc ça fait un petit moment là. Ça a bien Un an et grossi demi depuis. plus tard. Ouais, bah ouais. Hein. On avait fait le petit article 1 an après où on avait déjà un peu discuté. On avait fait une petite ouverture en vidéo aussi à la fin de ça. Mais maintenant, encore 6 mois plus tard, un peu plus même, ça continue et ça a bien évolué, même juste en ces 6-7 mois. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, surtout pour toi comme pour moi, sur cette fin d'année. Bah, toi, Et non, sur. toi, tu as notamment fait, je crois, l'œuvre de ta vie. Parce que du coup, une des grandes raisons pour lesquelles tu es là, pour les gens qui nous écoutent, c'est que ton livre sort aujourd'hui même, au moment où le podcast sort. Effectivement, il sort officiellement, donc les précommandes sont terminées. Ça a été une belle phase. Là, on enregistre, ça fait déjà quelques jours qu'il est en précommande et je suis très très surpris, touché, ému par tous les messages que je reçois. C'est assez dingue. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Et du coup, tu vois, je pouvais pas mieux démarrer l'année qu'avec un lancement comme ça. Enfin, ça me booste pour 2021 et ça me donne plein de nouvelles idées. Donc, mais effectivement, Ouais. aujourd'hui, il est disponible. On peut le trouver normalement dans toutes les bonnes librairies en France et puis sur les sites traditionnels. Bah, juste avant que tu puisses te reposer après le lancement, je voulais te lancer un dernier petit défi pour cet épisode. Mais juste avant qu'on rentre là-dedans, je suis curieux si tu peux dire genre 2 mots sur le travail que ça a été d'écrire ce livre. Je pense que moi j'aime bien, il y a une phrase qui dit on a tous un livre quelque part en nous et je pense que tu le sais, moi je suis quasi sûr que j'en écrirai un jour. Mais toi, tu as traversé le désert de ce truc depuis le début de l'été, il me semble, quand tu as commencé à écrire. Tu peux nous dire 2-3 mots sur c'était quoi cette expérience, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. C'était, en fait, c'est à la fois une expérience extrêmement difficile, surtout moralement, parce que physiquement, en vrai, tu es derrière ton ordinateur, donc ça va. Mais moralement, c'est assez éprouvant. Et c'est à la fois aussi extrêmement gratifiant au moment où le livre sort. Et donc, je comprends mieux maintenant pourquoi certains auteurs, tu vois, continuent d'écrire des livres, plusieurs livres, etc. Parce qu'il y a une sorte de gratification que tu as passé autant de temps sur un projet, que tu as mûri, que tu as travaillé un peu dans l'ombre. Si tu veux, quand ça sort, il y a une sorte d'adrénaline qui est assez incroyable. Mais si tu veux, c'est une vraie épreuve. Et tu disais qu'effectivement, c'est le projet de ma vie. Pour l'instant, c'est en tout cas le projet le plus difficile que j'ai eu à mener de ma courte carrière. Parce qu'en fait, mine de rien, même si tu vois, j'ai co-construit le livre avec un groupe de bêta-lecteurs qui m'ont accompagné sur toute l'aventure, c'est quand même un projet qui est extrêmement solitaire. Même moi qui aime à la fois écrire, qui continue d'écrire pour mes clients, bref, c'est mon métier. Et puis en même temps, j'aime être tout seul derrière mon écran à faire mes bricoles et mes trucs. Mais en fait, même là, tu vois, c'est très très long, quoi. C'est très très long d'écrire un livre. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de. Si tu veux, je peux pas prendre de raccourci, de hack, d'automatisation pour écrire le livre. Il n'y a que moi qui puisse écrire, qui puisse aligner les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres. Parce que sinon, c'est pas de moi, en fait. C'est pas mon livre. Et ça, en fait, si tu veux, il faut bien l'avoir compris avant de démarrer le bouquin. Et heureusement que j'étais très clair sur la vision que je voulais avoir avec ce bouquin, comment est-ce que ça s'inscrivait dans Tribu Indé, dans mon développement personnel et pro. Parce que sinon, je comprends aussi qu'il y ait beaucoup de livres qui sont en fait finalement avortés, dont on t'entend jamais parler, mais pour savoir un peu comment ça se passe avec certaines maisons d'édition, en fait, il y a beaucoup de livres qui voient jamais le jour parce que l'épreuve est tellement compliquée, que c'est repoussé, etc. Et mine de rien, tu vois, tu as l'impression que le projet, globalement, c'est à peu près. En fait, j'ai signé mon contrat en janvier 2020 et puis le livre sort en janvier 2021, donc c'est presque 1 an de travail, pas quotidien, mais tu vois, en charge mentale. Et ça paraît énorme, mais c'est assez court quand même pour un livre, de partir d'un contrat jusqu'à la mise en vente. Mais écoute, moi j'ai appris beaucoup sur moi. Ça m'a permis aussi de mettre à plat toutes mes idées sur le freelancing, sur la manière d'essayer d'avoir une vraie méthodologie pour progresser en freelance.
Donc, difficile, mais extrêmement gratifiant aujourd'hui. Et puis, je sais que qu'aujourd'hui, il y avait aussi une belle opportunité marché de faire ça à ce moment-là, puisqu'en fait, on en parlait tous les deux, il y a très peu, voire quasiment pas de bouquins qui parlent vraiment de Ouais, business pour les freelances, en fait. ouais. Euh, à la manière des podcasts, quand on s'est lancé en 2019, en fait, sur les bouquins, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais il y a bizarrement pas de livres vraiment axés business. Donc, c'était Mmh. aussi un beau challenge presque d'arriver sur un terrain quasi vierge sur ce sujet-là et de pouvoir mettre ma patte et mettre encore une fois une nouvelle brique à tout l'écosystème freelance qui existe, quoi. Clairement, clairement. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Normalement, au moment où ce podcast sort, je l'ai entre mes mains parce que je le reçois le 14. Mais Et figure-toi que je toi, tu suis l'as seul à entre les avoir mains. une version. Exactement. Je l'ai reçu le 4 janvier. Euh, Mmh, et j'ai vraiment hâte que à toi tu puisses le lire et puis que toutes les personnes qui l'ont commandé, précommandé puissent le lire. Euh, carrément. je suis vraiment fier, tu vois. Là, pour le coup, il y a un vrai sentiment de fierté. Bah ouais. Parce que tu vois, on crée tous les deux beaucoup de contenu sur Internet, etc. Mais là, le fait d'avoir quelque chose de physique qu'on peut tenir entre les mains, qu'on peut s'échanger, etc. Je trouve que c'est un autre sentiment. Et je suis content de l'avoir fait maintenant parce que c'est chouette, quoi. Il va rejoindre ma bibliothèque à côté d'autres auteurs que j'admire beaucoup, donc c'est chouette aussi. C'est un beau petit clin d'œil. C'est vrai que c'est un beau clin d'œil, ça. Du coup, pour célébrer la sortie, je voulais te lancer un petit défi, enfin qu'on se lance ensemble un petit défi là, mais aidé par tout le contenu du livre. Parce que ton livre, il parle du coup de l'aventure d'un indépendant et d'un freelance, de son lancement, donc année 0 à l'année 2, avec toute une méthodologie, et ton livre, il est séparé en des parties hyper claires pour passer toutes les étapes. Et du coup, je me suis dit qu'ensemble, on pourrait se challenger à prendre un métier qui n'est pas notre métier à nous, mais un métier où on a des connaissances, mais on n'est pas non plus expert pointu parce qu'on passe pas toutes nos journées sur, Mm. ce métier-là. Et qu'on se challenge à se dire, si on recommençait tout à zéro sur ce métier, en nous aidant de la méthode de ton bouquin, qu'est-ce qu'on ferait et par quelle étape on passerait, qu'est-ce qu'on prioriserait, qu'est-ce qu'on ferait en premier, etc. etc. Ça te chauffe? Let's go. Je suis prêt. C'est un beau défi, je trouve. Ouais. Bah, du coup, je me suis dit qu'on pourrait prendre un sujet qu'on connaît un peu tous les deux parce que promotion du podcast, de tous nos projets, etc. Mais pareil, sur lequel on passe pas nos journées de travail pour nos clients, c'est les réseaux sociaux. Donc, social media manager, community manager, enfin voilà, tous ces métiers-là, il y a plein de noms pour les décrire. On va se dire qu'on va pas mettre de nom pour l'instant. On va se dire, voilà, on veut faire aider les entreprises ou peu importe qui à travailler sur ces réseaux sociaux. Et du coup, on a envie de se lancer en freelance. À ton sens, une fois que naît cette envie-là, genre l'espèce de flamme de OK, je vais y aller, c'est quoi la première chose à faire? Déjà, je dirais que avant même de te dire est-ce que tu as les compétences, est-ce que je vais trouver des clients, est-ce que je vais pouvoir bien m'organiser, comment je crée du contenu, etc. Je pense que une chose que moi j'ai faite un peu trop vite, en tout cas au démarrage, donc en 2017, avant même que je me lance à temps plein, c'est vraiment de se poser la question de est-ce que déjà le style de vie et le mode de vie en freelance, c'est déjà un mode de vie qui te convient. Parce que en fait, tu peux faire du community management dans une entreprise et ça fonctionne très bien. Euh, c'est quand même un style de vie, un mode de vie qui est particulier, qui est assez solitaire, tu fais pas partie d'une équipe, c'est une réalité même si tu t'entends très bien avec tes clients. Et donc ça, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de est-ce qu'on est prêt euh, à assumer aussi tous les à côté de cette aventure Mmh. que toi comme moi on trouve incroyable, mais qui a aussi des choses un peu moins cool. C'est solitaire, t'es tout seul à prendre tes décisions, etc. Donc je Mmh. pense que c'est de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer et pour quelles raisons surtout j'ai envie de me lancer? Quelles sont en gros un peu ma grande vision à long terme et est-ce qu'elle correspond à mon cheminement aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'individu euh, sur la route professionnelle, quoi. Je pense que ça, Ouais. c'est la première étape. Ouais, c'est important, parce que je pense qu'on peut clairement, et je pense qu'il y a plein de contenu qui peut tourner sur ça, sur le freelancing, le digital nomadisme, ce genre de truc, l'espèce de fantasme beau de ce que c'est. Mais moi, j'aime bien me dire que peu importe la décision que tu prends, peu importe l'objectif que tu as, peu importe l'aspiration que tu as, il n'y a jamais que des avantages, quoi. C'est toujours un couple Mm. avantage-inconvénient qui représente un poids à peu près égal. Et c'est un choix de bah, ces inconvénients-là, je suis prêt à les vivre pour avoir accès à ces avantages-là. Et tu choisis le couple, en fait.
Et du coup, il C'est faut avoir exactement ça. conscience des 2 parties, quoi. C'est exactement ça et de se dire, et donc en fait, tu vois, presque la première étape, ce serait, soit d'aller discuter avec d'autres indépendants, hem, qui, sont, dans le jeu du freelancing depuis longtemps, d'aller, écouter, consommer du contenu à ce sujet-là. Bref, commencer à se faire une idée et essayer de se projeter un peu dans cet univers-là, qui est quand même un univers un peu enfin, c'est un univers particulier. Personne t'apprend à l'école, ni, dans tes jobs, personne te Mmh. prépare à ce que va être l'aventure en freelance. Je parle pas des métiers et des missions, je parle vraiment de l'aventure et de tout l'à côté de parce qu'en fait, on voit toujours le haut de l'iceberg et je pense tu vois, à mes amis qui sont pas freelance, à ma famille, etc. Bah, Mmh. il y a le côté, oui, en fait, tu travailles pour des clients et donc tu factures, mais il y a tout le reste qui est l'administratif, comment tu te positionnes, tu construis tes offres, comment tu marketes ta propre personne, comment est-ce que tu négocies avec tes clients avant de bosser sur l'émission, comment tu gères la gestion client au quotidien. Et en fait, tout ça, tu le vois pas vraiment si tu t'es pas juste un peu intéressé et que tu as commencé potentiellement à déjà mettre un premier pied, à essayer de comprendre comment est-ce que les autres freelances fonctionnent, et cetera. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je trouve que c'est une bonne manière, ce que je dirais en complément, du coup, c'est effectivement de faire un travail pour soi déjà, de se dire: «Me projeter dans ce mode de vie, c'est quoi les avantages que j'y vois pour moi, les inconvénients?» et peut-être même faire cette liste avantages, inconvénients, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Et ensuite aller la confronter à la réalité de, des gens sur le terrain qui ont peut-être le même métier du coup, qui travaillent, sur les réseaux sociaux et dans différentes formes aussi pour voir, qu'en fait, tu vois, moi j'aime bien me dire avoir une boîte indépendante, donc genre quand tu es seul dans ton business et que tu es Mmh. freelance, c'est comme une page blanche où tu peux vraiment genre tout organiser pour que ce soit sur mesure pour toi. Tu peux travailler à distance si tu veux, tu peux faire que du présentiel, tu peux faire X, tu peux faire Z. Faut juste genre, te poser pour te dire à quoi j'ai envie que ça ressemble et de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de construire pour pouvoir le faire comme ça, quoi. Parce Et en qu'à mon fait, c'est sens, là après, on peut tout ouais. faire, quoi. Et tu vois, c'est là toute la différence entre avoir une vision et avoir des objectifs précis que tu te fixes. Par exemple, tu vois, tu peux avoir ta Mmh. vision de, «OK, moi, j'ai envie de me lancer en freelance parce que j'ai envie de travailler moins», Mmh. heu, tout en gardant un niveau de vie, un niveau de vie convenable. Bon, bah, ça, pour moi, tu vois, c'est une vision, mais c'est pas un objectif. C'est-à-dire que c'est une grande Mmh. vision que tu as envie de poursuivre. Par contre, tes objectifs, c'est: «OK, si j'ai envie de travailler moins, concrètement, combien de temps j'ai envie de travailler?» Et surtout, si je travaille moins et que je vais avoir le même niveau de revenu ou en tout cas le même style de Mmh. vie, combien est-ce que ça me coûte? Combien est-ce que je vais devoir, facturer? Et en fait, tu vois, d'une grande vision va découler, en fait, une sorte d'étoile du Nord. Je parle souvent d'étoile du Nord dans le livre, qui va être en gros ton objectif qui est le plus précis possible Ouais. et sur lequel va découler toutes tes actions qu'on va développer là. Mais tu vois, c'est comment est-ce que tu raccroches ta grande vision qui est, bah, je sais pas, j'ai envie de travailler à l'étranger ou j'ai envie de monter d'autres projets à côté de mon activité en freelance, c'est pour ça que j'ai envie de me lancer. Ça, c'est une grande vision, mais derrière, il faut la traduire en quelque chose d'actionnable parce que sinon ça reste juste une idée, vers laquelle tu as envie d'aller, mais tu sais pas vraiment comment y aller, en fait. Ouais. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là, quand tu commences à te poser sur, voilà ce que j'aimerais vivre, voilà, les espèces de points d'étape par lesquels je dois passer pour arriver là, qu'intervienne un truc dont tu parles beaucoup sur le tout début du livre. Tu as envoyé, récemment l'introduction et le premier chapitre, à tes lecteurs. Ça parle des peurs qu'on peut ressentir, ce sentiment d'illégitimité, le fait de se dire, «Ah, je me sens pas à la hauteur» ou «Je pense pas que j'en suis forcément capable» ou «Ah, regarde toutes ces personnes qui ont toutes ces belles compétences que moi je sais pas si j'ai vraiment». Je pense que c'est à ce moment-là, tu vois, quand tu commences à te projeter, te dire: «Ah, Mmh. j'aimerais trop, que ça fasse ça, mais est-ce que je vais y arriver?» que toutes ces choses interviennent. Tu sais, c'est l'effet, Dunning-Kruger. C'est en fait, on a tout ça et moi le premier, comme moi je me suis lancé, en vrai je me suis dit: «Mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire?» Il y a déjà plein de copywriters, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et en fait cet effet de Dunning-Kruger, c'est de se dire, quand tu démarres sur un sujet que tu connais pas forcément, le tout premier réflexe, c'est de te dire, tu commences à globalement apprendre 5 à découvrir 5 d'un sujet. Par exemple, si je sais pas, tu prends le social media management, tu vas commencer à découvrir 5 de cette compétence-là et tu vas te dire: «OK, en fait, je maîtrise, ça va bien se passer» et cetera. Et donc tu tentes des trucs rapidement et très, très vite, en fait, tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, de toute la richesse des contenus, de ces Mmh. compétences-là et là, tu commences à douter.
tu commences à dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Et c'est là, en fait, le pic où, tu sais, on te parle de syndrome de l'imposteur, et cetera. En fait, ça arrive à ce moment-là où généralement, tu jamais le syndrome de l'imposteur que tu connais rien à un sujet. Tu l'as toujours que tu as une base, mais que tu te dis: «Ouais, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs Mmh. que moi». Et d'ailleurs, tu as ça, tu vois? Hem, à chaque fois que j'ai des potes dessinateurs, à chaque fois que tu leur demandes, «Est-ce que tu trouves que tu dessines bien?» Tu vois? Moi, je trouve que, bah, les gars dessinent genre ultra bien, tu vois? Genre, moi, j'ai même Ouais, pas 1 de ça. Et ben, ils vont et tous eux, te ils sont répondre: «Ouais, mais non, tu sais, il y en a plein qui sont, bien meilleurs que moi, tu sais, moi, ce que je fais, c'est normal, et cetera». Parce qu'en ouais. fait, si tu veux, tu as été un peu au-dessus de la montagne de compétences et tu vois qu'en fait, il te reste un désert entier à parcourir avant de te dire: «OK, je suis vraiment un expert». Et c'est là, en fait, où tu as tous les sujets de syndrome de l'imposteur, et cetera. Mmh. Le problème, c'est que, moi, je me suis fait une raison, c'est que, j'assume aussi j'assume ces peurs-là et j'assume de parfois être un imposteur. Et tu vois, j'ai assumé pendant très longtemps d'accepter des missions que je pensais être pas capable de réaliser. Et la réalité, c'est que tu trouves toujours une solution, Ouais. pour satisfaire ton client, tu vas monter en compétences, de manière accélérée pour l'aider sur X, Y, Z. Et si tu veux, il faut assumer le fait que oui, parfois, en fait, tu un imposteur et quand tu te lances en freelance, bah oui, tu pas d'expérience en freelance. Enfin, c'est-à-dire, c'est une réalité. Après, est-ce que tes clients ont besoin de le savoir? Pas forcément. Il y a que toi qui le sais que tu as peu d'expérience, que tu flippes à fond, que tu vas décrocher ton téléphone pour faire tes premiers calls clients. Donc je pense qu'il faut juste assumer, et je pense se confronter aussi à d'autres freelances, écouter d'autres indépendants qui ont dit et qui ont eu les mêmes peurs que toi, que tu te lances. Je pense que ça, moi, en tout cas, ça m'avait rassuré énormément, de Mmh. démystifier un peu, tu vois, ce grand saut qui est finalement pas un vrai grand saut, tu vois? Ouais. Du coup, si je reprends, parce que j'ai l'impression que ce sujet de la peur, comme tu dis, il est présent tout le temps, en fait. Même aujourd'hui, en fait, à chaque fois que tu essaies de passer un nouveau palier, tu te dis: «Ah, je sais pas si, je sais pas ça», et il y a toujours l'étape d'après qui est aussi en quelque sorte, à mon sens, une bonne nouvelle, dans le sens où ton référentiel, il est toujours tourné vers la progression. Si on regardait en arrière et qu'on se dit: «Ah, c'est bon, je suis meilleur que toutes ces personnes-là», t'as pas la quête de la progression qui va avec, donc tu t'améliores pas, en fait. Donc je pense que c'est ça que c'est cool de dire aussi, c'est le sentiment de peur de j'ai pas assez de compétences ou je sais pas faire telle ou telle chose, c'est signe aussi qu'on est en train d'aspirer à progresser, d'aspirer à faire mieux notre travail. Et Mais tu effectivement, vois, ça c'est présent tout le temps, quoi. heu, est-ce que j'étais légitime pour écrire un livre sur le freelancing? Est-ce que je me sentais prêt? Bien sûr que non. Sauf qu'il y a un moment où quand tu as signé et que tu t'es dit: «OK, je suis pas prêt, mais je vais quand même signer mon contrat». Une fois que le contrat il est signé, dire tu as Go, plus t'as le pas le choix. choix. Mmh. Enfin, il faut que tu avances et donc tu mets un pas après l'autre. Enfin, bien sûr que, j'étais flippé et bien sûr que j'ai douté sur le fait que, j'étais incapable d'écrire un bouquin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le bouquin, il existe, tu vois? Le bouquin, il Ouais. existe et je trouve que c'est bien aussi par exemple, tu vois, c'est pareil, quand tu lances un projet comme le podcast, souvent on m'envoie des messages en me disant, «Comment tu as fait pour te lancer? Moi, j'ose pas, je procrastine», et cetera. La seule chose que je dis, c'est: «Appelle 5 invités, book les créneaux» et les créneaux, ils seront bookés. Donc en Mmh. fait, après, c'est ta décision d'arriver pas prêt et de pas faire l'enregistrement. Mais si c'est inclus dans ton agenda, si par exemple, pareil, quand tu te lances en freelance, tu te dis: «OK, en fait, je sais pas, je pose ma dème ou en gros, ce jour-là, je me lance et je commence à appeler, X personnes de mon réseau». En fait, à partir du moment où tu te l'es dit, que tu as pris des rendez-vous et tu as pris un engagement extérieur, en vrai, Tu plus enfin, le choix, quoi. Mmh. tu as plus vraiment le choix et donc tu vas faire en sorte d'avancer et tu vas juste mettre, en fait, un pas après l'autre et enfin, si tu veux, la vie pro, et notamment en freelance, l'aventure en freelance, c'est juste une succession de petites étapes, qui ne s'arrêtent jamais, en fait. C'est ça, hein. Ouais, grave, grave. Du coup, si je reprends un peu tous nos petits pas depuis le début là, du coup, je vais dire que je suis social media manager, je me lance. Le premier truc que j'ai déjà fait, du coup, c'est j'ai calibré un peu est-ce que ça me parle d'être à mon compte et d'être indépendant. Je suis allé voir d'autres personnes et je me dis, ok, c'est le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Du coup, ça y est, je décide, j'y vais. J'ai posé un peu ma grande vision. On va dire, moi, j'ai envie de quitter Paris, j'ai envie d'aller habiter à la campagne pour élever mes enfants, par exemple. Et du coup, je sais qu'il faut que je construise une activité où je peux bosser à distance. Mais pour l'instant, je suis prêt à passer encore 3 4 ans à Paris ou à Bordeaux ou peu importe où on est, en ville, pour construire mon réseau, etc. À ton sens, une fois que j'ai posé ça, what next? Qu'est-ce que je fais en premier?
Déjà, la question à se poser, c'est est-ce que tu te lances en freelance en ayant déjà des compétences de social media manager? On va dire Euh, ouais. ok. Déjà, l'idée, c'est de se dire, de faire le bilan. Si par exemple, tu as travaillé avant en tant que social media manager pour, je sais pas, pour une agence par exemple, je pense qu'il y a un vrai travail d'introspection professionnelle en termes de compétences. Donc pas forcément sur le mindset, etc., mais vraiment sur la partie pro, de Mmh. concrètement, qu'est-ce que j'ai fait sur les 3 dernières années? Quelles sont toutes les compétences, même au-delà de la partie community manager, etc., quelles sont toutes les compétences que j'ai développées? Essayer de quantifier ton niveau sur ces compétences-là. Par exemple, je sais pas, tu te dis sur une échelle de 1 à 10, par exemple, je sais pas, sur, euh, On va sur dire bâtir un calendrier éditorial, exactement, écrire les posts et le copywriting. exactement. Déjà de faire toute cette liste-là, ça prend un certain temps et de mettre même mettre des choses, parfois insignifiantes. Par exemple, OK, est-ce que j'ai déjà, géré des clients, en front? Est-ce que j'étais plutôt en arrière-boutique? Et cetera, et cetera. Mmh. Et de lister aussi l'ensemble des projets, que tu as réalisés. À la fois des projets que tu as réalisés en totale autonomie, mais aussi en équipe. Comprendre, comment est-ce que tu te sentais sur ces projets-là? Est-ce qu'il y avait des grosses prises de risques? Est-ce que, il y a eu des résultats? Si oui, quels ont été les résultats? Est-ce que c'était des résultats positifs? Est-ce que tu étais fier de ça? Qu'est-ce que tu as concrètement, fait sur ces, projets-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais mieux faites? Là, déjà, ça te donne un pêle-mêle de, à la fois, tout ce que tu maîtrises, en tout cas ce que tu penses maîtriser, depuis, quelques années. Ça te donne aussi un autre pêle-mêle de savoir, concrètement sur quel genre de mission tu as déjà travaillé et tu peux déjà, tu vois, déceler un peu un pattern commun sur est-ce que en fait, inconsciemment, tu es plus à l'aise sur tel et tel sujet, par exemple, je sais pas, un réseau social en particulier? Est-ce qu'il y a plutôt un Mmh. type de boîte, un niveau de maturité d'entreprise que tu préfères accompagner, sur lesquels tu es plus à l'aise ou sur lesquels tu as le plus de résultats? Et donc déjà, en fait, ça peut te donner des premières pistes et des premières hypothèses de positionnement à tester, en regardant en fait ce que tu as déjà fait avant, et en analysant, en fait, déjà tout ce que tu as pu faire. Parce qu'il Ouais. y a rien de plus anxiogène que de te lancer en te disant: «Ouais, OK, j'ai travaillé par exemple en agence, mais je faisais», de pas avoir une vision hyper claire de qu'est-ce que tu as fait, quels ont été les résultats, comment tu l'as fait, avec qui, est-ce qu'il y avait une méthodologie que tu as suivie? Si oui, laquelle? Et cetera, et cetera. Et en fait, ce travail-là, il peut prendre presque plusieurs jours, tu vois? D'analyser ça, d'écrire, de documenter, Mmh. avant même tu vois, d'aller chercher des clients, en fait. Ouais, se créer une sorte d'archive de toutes tes réalisations et tous tes apprentissages professionnels jusque-là, quoi. Mais déjà, effectivement, c'est cool que tu le dises parce qu'on peut se dire: «Il faut le faire pour un portfolio, pour, savoir quoi dire sur mon site, sur mon LinkedIn», ce genre de truc. Mais rien que pour soi, de se dire: «OK, bah, dans tout cet ensemble de toutes ces choses que j'ai faites, qu'est-ce que je vais aller piocher où soit on est le plus compétent, soit on est le plus attiré parce qu'on veut mettre plus de sens dans nos actions quotidiennes de travail, soit on sent qu'il y a le plus d'opportunités». Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de manières de traiter ensuite ces informations pour savoir comment je me positionne et vers où je vais. Rien que pour cette clarté personnelle, c'est hyper, hyper parlant et hyper fort. Parce que je pense que, tu vois, c'est pas un réflexe quand t'es. Imaginons, j'ai été salarié pendant, on va dire, allez, j'ai fait 2 ans en agence et je me rends compte que c'est pas pour moi et c'est pour ça que je deviens free. Mmh. C'est pas un réflexe, je pense, quand t'es salarié, de documenter tout ce que tu fais dans Pas du tout. au travail. Non, pas du tout. Pas du tout parce que, en fait, la réalité, c'est que c'est pas le même, en fait, c'est juste pas le même monde. Et donc tu peux pas calquer à la fois, tu peux pas calquer des réflexes de freelance dans un monde salariat, mais tu peux pas calquer ce que tu faisais dans le monde salariat, dans le monde du freelancing. La réalité, c'est que tu sois en vrai, que tu sois performant ou pas, en tant que salarié, en tout cas en France, tu es suffisamment protégé. La réalité, c'est que même moi, je le voyais quand j'étais dans mon job, heu, si j'atteignais pas mes objectifs, heu en vrai, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Bah, pas grand-chose, j'étais quand même payé à la fin de la à la fin du mois. Mm. Donc en fait, tu es dans une autre démarche, ton apprentissage, il est parfois plus, tu vois, plus tranquille, tu as moins aussi de pression à mon avis. Là où en fait, quand tu te lances en freelance, il faut que tu délivres quoi qu'il arrive parce que sinon tes clients vont pas être satisfaits et donc soit vont pas te payer, soit, heu, bref, vont pas parler de toi et donc ça implique plein d'autres choses. Pas Mais donc renouvelé. Mm. donc du coup, il faut que tu aies une démarche proactive déjà de savoir: «OK, en fait, c'est quoi ma zone de génie? C'est quoi mes compétences, clés?» Et en fait, parfois, les compétences que toi tu juges clés et intéressantes, c'est pas forcément les compétences qui ont, par exemple, été mis en avant par tes managers, dans tes précédentes missions, et que tes clients vont venir chercher. Typiquement, moi, c'est comme ça, tu vois? Sur la partie copywriting, au début, dans mon premier stage, je faisais pas que du copywriting, je faisais du SEO, je faisais, du marketing, je faisais de la relation presse et cetera. Mais Mm. globalement,
en plus de l'intérêt que j'avais pour le sujet du copywriting, et cetera, j'avais aussi des meilleurs résultats sur ces sujets-là et j'avais des meilleurs retours de mes managers et des cofondateurs lorsque je travaillais sur des sujets de copywriting. Donc, tu vois, si j'avais pas fait ce travail de me dire, OK, où est-ce que, j'ai de l'intérêt? Où est-ce que je pense capitaliser sur mes compétences sur les 2-3 prochaines années? Et où est-ce que je vois des opportunités parce qu'en fait, j'ai des retours en interne et puis en externe sur ces compétences-là. En fait, si tu fais pas ce travail-là, c'est presque un peu, c'est pas du pif, mais du coup, tes intuitions, elles sont baquées sur rien du tout, sur ta vie d'avant, entre Mmh. guillemets, quoi. Mmh. Ouais, carrément. C'est hyper intéressant du coup, cette phase-là, je pense qu'elle est vraiment critique dans, ce qui vient après, qui est de définir un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais et pour qui est du coup, Exactement. c'est les 3 ingrédients principaux d'un positionnement. Mais du coup, ça te donne justement des choses à effectivement tester. Tu parlais d'hypothèses de positionnement tout à l'heure, c'est l'étape juste après à mon sens, non? Ouais, c'est ça. En fait, généralement, tu as, 2 manières de commencer à réfléchir à ton positionnement. Heu, soit tu pars de tes compétences et tu te dis: «Voilà, moi je sais faire ça, j'ai envie de faire ça, je mets en place une offre et puis je vais aller chercher des clients qui vont matcher avec cette offre-là». Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est te dire: «Je vais regarder le marché, je vais regarder de quoi le marché a besoin et je vais essayer de me positionner en fonction». Hem, je pense que, tu vois, c'est pas une blanc ou noir, il y a pas une hypothèse meilleure qu'une autre, Ouais. c'est plutôt un mix de ces deux sujets-là. Tu sais les compétences, tu as déjà vu les compétences, sur lesquelles tu pouvais capitaliser, sur lesquelles tu penses que tu as une marge de progression, et sur lesquelles tu es prêt, ou prête à apprendre sur ton temps libre et à y mettre énormément d'intention et d'énergie au démarrage. Maintenant, il faut être sûr quand même que ces compétences-là, dans le livre, je parle de compétences qui sont rares et utiles. Rares, c'est parce qu'elles sont recherchées par les entreprises et qu'il y a assez peu d'offres par rapport à la demande des entreprises. Et puis utiles parce que, en fait, elles servent vraiment un problème qui a été identifié par des Mmh. entreprises. Et je prends l'exemple de si tu es fan du Seigneur des Anneaux, que tu parles l'elfique, que tu as vu tous les films, que tu connais vraiment tous les personnages, oui, ok, c'est une compétence rare parce que peu de personnes l'ont. Est-ce que tu utile pour en faire un business? Tu vois, voilà, je serais un peu plus mesuré là-dessus, tu vois? Il y a peut-être une audience quelque part de personnes qui veulent recréer des scènes et tous parler elfique ensemble. Peut-être, mais en tout cas, dans Plus notre difficile. cas voilà, exactement. Si en tout cas, parce que en fait, il faut bien comprendre une chose, globalement, le freelancing, c'est un truc assez incroyable, et c'est souvent d'ailleurs un sas. Quand par exemple, tu veux devenir un entrepreneur avec une entreprise, des salariés, avoir un produit plus scalable, et cetera, et cetera. Hem, c'est un bon sas. Pourquoi? Parce que tu as aucun coût, très, très peu de coûts, et en fait, normalement, si tout se passe bien, sur tes, 2-3 premiers mois, normalement, tu as généré du chiffre d'affaires et tu es capable de te payer et tu as lancé la machine, en fait. Donc, Mmh. autant démarrer du bon pied et dire tout de suite: «OK, j'ai des compétences, de quoi le marché a besoin, comment est-ce que je peux matcher ça le plus rapidement possible?» Et normalement, même presque moi, tu vois, le 1er mois, je gagnais quasiment ce que j'avais quasiment retrouvé le salaire que je gagnais lorsque j'étais en CDI, et je suis pas meilleur qu'un autre et je suis pas plus intelligent que d'autres qui se lanceront, demain. Mais c'est juste que il faut partir avec de la méthode et c'est pas juste, je pars d'une passion ou d'un intérêt et puis je vais essayer de trouver des clients. C'est plus simple Ouais, d'aller, identifier des problèmes qui existent déjà et de se dire: «OK, j'ai identifié des problèmes, ça tombe bien, je pense être la bonne personne pour aller répondre à ces problèmes-là chez mes clients». c'est clair. Moi, j'aime bien, quand je parle de ça, j'utilise souvent un schéma où tu as 2 cercles qui sont effectivement ton cercle propre de tes compétences, de ce que tu sais faire, de ce que tu as fait dans le passé, de tout ce que tu peux offrir à d'autres. Et ensuite, il y a le cercle des besoins et problèmes que tu as identifiés chez. Moi, je parle souvent de une cible restreinte de personnes, une communauté restreinte de personnes que tu vas cibler de manière précise. Ça peut être, tu le disais toi un peu tout à l'heure, par industrie. Ça peut être des boîtes à certains moments de leur vie qui sont en lancement ou après 2 ans quand elles passent un cap ou qui ouvrent pour la première fois un réseau de vente physique. Ou, bref, il y a plein d'hypothèses. Et ensuite, trouver le point où ces 2 cercles-là, du coup, se rencontrent et se chevauchent. Et c'est là où, du coup, se trouve ton offre. Et c'est là où se trouve le positionnement qui va faire que tu vas pouvoir construire et mettre en place quelque chose de viable, quoi. Et Et je pense que le début, du coup, vas-y. tu peux même aller encore plus loin, c'est que, à l'intersection entre le cercle de clients, donc le cercle de besoins et ton cercle de compétences,
Parfois, ton client, il va avoir un certain nombre de besoins auxquels tu vas pouvoir répondre. Le but du jeu à terme, peut-être pas au démarrage, mais à terme, c'est de te dire, dans tous les besoins qu'il a et dans toutes les compétences que j'ai, quel est le besoin le plus urgent pour lui, Mmh. qui aura le plus de valeur pour lui et qui me permettra aussi du coup de facturer le plus cher Le possible plus cher. Mmh. et d'avoir un maximum d'impact en fait sur son business. Et donc c'est presque, tu vois, un micro rond dans cette Ouais, intersection-là. ouais, carrément. Ça arrive peut-être après, mais c'est bien aussi d'avoir ça en tête En ligne quand de mire, tu. ouais. Ouais, Bah, c'est cool parce que ce que j'allais dire, c'est, je pense, une fois que tu as fait ce travail-là, du coup, on parlait de si je me remets dans la peau de cette personne qui démarre, je fais ce travail sur mes compétences, puis je fais un travail que moi j'appelle le travail du détective où tu pars genre en mode recherche pour essayer de comprendre ce qui se joue pour tes clients ou pour un marché donné. Et ensuite, je pense pendant les premières missions que tu vas faire, les premières recherches, etc., tu essaies de trouver ce point-là et tu es un peu en mode ouais, test and learn, quoi. Genre comme un scientifique qui est dans son labo en train de faire ses. Ok, j'ai une hypothèse, je vais le tester, je fais mes petits trucs dans mes boîtes de pétri et je regarde les résultats. Et ok, non, feedback, c'est que ça marche pas trop bien et tu repars en mode test jusqu'à trouver, bah ok, les pièces du puzzle, elles vont bien ensemble et ça y est, c'est là, quoi, j'ai trouvé. exactement. Et je pense qu'au début, tu sais, on parle souvent de spécialisation, etc. Euh, sur une phase de démarrage, de lancement, tu vois, je pense que c'est bien aussi d'avoir des hypothèses de positionnement, je dirais de niveau 2. Tu vois, on a parlé des deux manières de commencer à construire un positionnement. Si on veut aller plus loin, c'est de se dire, OK, j'ai potentiellement identifié 2-3 cibles qui me semblent des cibles clientes, qui me semblent potentiellement intéressantes par rapport aux compétences que j'ai. Euh, Soit ces cibles-là, on les connaît déjà. Typiquement, moi, c'était mon cas, puisque je travaillais dans l'écosystème startup, je connaissais très bien l'écosystème startup. Donc, quand je me suis lancé, que je me suis dit, j'avais déjà trouvé l'opportunité marché, bon, bah, Mhm. je me suis lancé là-dessus. Mais si, par Ouais. exemple, je sais pas, on travaille pour une agence et que demain, on a envie de travailler pour j'en sais rien, pour d'autres boîtes qui n'ont rien à voir et avec qui on n'a jamais eu trop de contact, là, tu as une phase qui est importante, qui est souvent délaissée par les freelances, qui est une grosse phase de recherche où à partir de ce moment-là, tu n'es pas en train de vendre tes prestations et tes offres, tu es juste en train de faire un travail effectivement de détective où tu vas aller interroger concrètement ta Mhm. cible. Donc c'est pas quelque chose que tu fais dans ton bureau tout seul à écrire, à imaginer un peu les problèmes potentiels que ta cible pourrait avoir si toutes les planètes sont alignées, mais c'est d'aller contacter 15-20 personnes qui sont potentiellement dans ta cible où tu juges, où tu te dis je pense que là, il y a peut-être un besoin, il faut que j'aille vérifier ça, et de discuter avec cette cible-là, de comprendre qui elle est, comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont ses sujets, ses challenges du moment, etc., de faire des vrais entretiens. Et Ouais. derrière, de pouvoir commencer à affiner et de se dire, OK, en fait, finalement, cette cible-là, je pense qu'elle n'est pas assez mature par rapport au sujet que j'ai envie d'avoir, par rapport à mes objectifs. Peut-être que c'est pas des paniers moyens aussi intéressants, c'est que des missions one-shot, etc., peu importe. Et comme ça, on affine avant de se dire, OK, cette cible-là, je pense que je peux la tester, et après de lancer la machine, d'aller chercher des clients sur cette partie-là. Mais il y a une vraie partie de recherche qu'on oublie souvent et qui, pour Ouais, moi, est en vrai absolument essentielle, quoi. Sinon, complètement. en fait, tu pars un peu dans le brouillard, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, encore une fois, ça revient à ce que tu disais un peu tout à l'heure. On n'essaye pas de faire du pifomètre, mais on essaye d'avoir des données concrètes qui peuvent nous valider ou invalider nos hypothèses. Et moi, j'aime bien utiliser cette comparaison avec la méthode scientifique, quoi. C'est OK, j'ai une hypothèse, on va dire, j'ai un positionnement, une offre et que je vais aller tester. Je vais aller interroger les gens, essayer de voir si est-ce que ça collerait ou pas potentiellement avec leurs besoins. Ah tiens, j'ai l'impression que après 10, 15, 20, 30 calls, ça valide mon hypothèse. Ben maintenant, ben, je vais faire peut-être mon profil LinkedIn et je vais commencer à parler de ça à mon réseau et essayer de le vendre pour de vrai et voir ce qui se passe. Ah tiens, du coup, là, j'ai contacté 10 personnes et j'ai vendu 5. Je pense que ça valide le fait que il y a un vrai besoin pour ça. Ok, maintenant, on va dérouler la machine. Et du coup, justement, quand tu arrives à cette phase, donc imaginons, moi, je suis social media manager, j'ai fait ce travail-là. J'ai identifié que ce qui me parlait le plus, moi, c'était aider des marques qui communiquaient pas encore forcément sur les réseaux, mais qui étaient plus sur du positionnement physique. Donc, on va dire, moi, j'ai un truc que je kiffe, c'est le bio. Je veux cibler des marques un peu dans cet écosystème bien-être, etc., mais qui vendent que via des réseaux physiques. Elles sont hyper bien structurées, positionnées dans plein de magasins, mais là, elles veulent commencer à vendre en direct. Et du coup, elles veulent investir les réseaux sociaux pour ça, mais elles n'ont jamais fait ça. C'est des gars un peu à l'ancienne, pas de l'ère digitale. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais les aider pour structurer pour la première fois leur calendrier éditorial et créer leur premier contenu sur Instagram.
c'est l'hypothèse que j'ai trouvée. J'ai validé en faisant une quinzaine d'interviews qu'il y a un potentiel là-dedans. Qu'est-ce que je fais ensuite? Là, l'idée, c'est que, en théorie, c'est que ça se passe très très bien. C'est-à-dire que là, normalement, tous les voyants sont ouverts. Mais prenons ce scénario parce que c'est un bon scénario qui arrive après souvent plusieurs itérations. Mais effectivement, l'idéal, c'est d'arriver sur un sujet comme ça où là, tu commences à avoir un début de spécialisation où tu dis, par exemple, Instagram, ça peut être c'est un vrai sujet pour cette cible-là. Il se trouve que j'ai un peu de compétences, je vais continuer de me former, mais peut-être que je vais d'abord attaquer ces clients-là par le biais d'Instagram et peut-être qu'après, je pourrais faire d'autres réseaux sociaux, etc. L'avantage, c'est qu'en ayant fait cette recherche-là, en théorie, tu connais extrêmement bien à la fois le profil psychologique de ces clients-là, mais aussi la donnée hyper concrète sur, OK, quelles sont ces boîtes? Est-ce que c'est des boîtes qui sont menées par des solopreneurs? Est-ce que c'est des... Tu me dis qu'il y a des magasins, donc c'est potentiellement qu'il y a déjà des équipes. L'idée maintenant, c'est de se dire, comment est-ce que je peux trouver ces entreprises-là et comment je peux commencer à leur pitcher une première idée d'offre, leur remettre devant les yeux leurs problématiques, leurs gros challenges, en bref, leur faire comprendre que j'ai compris leur challenge et que je suis capable de les accompagner parce que j'ai une méthode X, Y, Z qui va les aider à avoir tel et tel résultat. Donc ça, c'est le premier sujet. Du coup, là, c'est de se dire, est-ce que déjà, moi, je pars toujours de mon réseau et ce que j'ai fait et ce que je continue de faire, c'est que il y a une matrice qu'on avait développée avec Rémi Rivas, dont je parle dans le livre, qui s'appelle la matrice pouvoir-proximité. C'est déjà je dirais, analyser ton réseau existant, à la fois ton réseau de proches, mais aussi surtout ton réseau professionnel, soit des personnes avec qui tu as travaillé, avec qui tu as interagi dans un écosystème salarial, etc., ou alors même des personnes que tu as rencontrées virtuellement. L'idée, c'est de faire un gros Excel, encore une fois, ou un gros document, et de se dire, OK, et de les juger et de juger chaque personne selon deux critères, le critère pouvoir et le critère proximité. Le critère pouvoir, c'est par rapport à la cible, qui sont les entreprises bio, etc. Est-ce que ces personnes-là sont déjà dans cette cible-là, idéal, ou alors est-ce que ces personnes-là gravitent dans l'écosystème dans lequel ces clients cibles-là sont? Là, tu peux les juger encore une fois de 0 à 10 et te dire, OK, est-ce que potentiellement elles ont un pouvoir de décision ou elles peuvent me faire les bonnes introductions pour essayer d'aller chercher ces clients-là. Et ensuite, tu as le sujet de proximité, où là, c'est à quel point tu te sens proche de ces personnes-là. Globalement, ta tante, tu la mets à 10. Quelqu'un que tu as rencontré à un événement une fois et à qui tu n'as plus jamais parlé, tu vas plutôt le mettre à 2, tu vois, Un ou deux, voire quoi. 1, exactement. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu fais juste une moyenne et tu as déjà un premier plan d'action où tu sais les personnes prioritaires que tu vas contacter, soit parce que c'est des personnes qui sont directement dans ta cible et ça, c'est l'idéal, soit des personnes qui peuvent te faire des introductions. Et donc là, c'est réfléchir à comment est-ce que tu peux aller récupérer une introduction et simplifier le travail de la personne là en lui demandant, voilà, est-ce que tu aurais le contact de telle personne qui bosse ici parce que je sais que tu connais dans ton réseau X, Y, Z. Bref, faire tout ce travail-là. Je te dirais que c'est le premier plan d'action. Et tu as vu, je t'ai toujours pas parlé de contenu, de marketing. Je te parle juste là pour Là, bien l'instant sûr. d'aller chercher ton réseau parce que l'objectif, alors ça dépend des objectifs de chacun, mais moi je m'étais fixé par exemple un objectif de chiffre d'affaires à atteindre rapidement parce que je pensais que c'était le premier milestone. Là, l'objectif c'est de signer rapidement les premières missions. C'est pas de créer du personal branding, du marketing, etc. C'est vraiment de signer le plus rapidement possible des premiers clients pour tester ton offre et pour la valider et ensuite accélérer. Ouais. Sachant que depuis le début, juste pour faire un petit liant, j'ai l'impression que chacune de ces étapes, c'est en fait faire effet de levier sur ce qu'on possède déjà pour aller chercher, créer des nouveaux leviers sur lesquels on pourra faire un levier derrière. On a fait l'effet de levier sur les compétences et mon passif professionnel. J'active là-dessus pour trouver où je peux me positionner au mieux pour le lancement. Là, on a fait effet de levier. Je vais chercher mon réseau et j'essaie de mieux le comprendre pour voir où sont les points que je peux exploiter le mieux par rapport à ma cible. Effet de levier dessus. Je vais chercher mes premiers clients et derrière, c'est là où on fait effet de levier sur les premiers clients pour la partie communication, marketing, nos premiers contenus, etc., quoi. Mais ouais, parce que en fait, l'idée c'est d'aller le. Tu m'entends? Ouais, bien sûr. Je t'entends. Je t'ai perdu. C'est bon, C'est bon, vas-y. je t'avais perdu.
je te disais, effectivement, l'idée, c'est pas de se compliquer la tâche. Bien sûr que, par exemple, on pourrait se lancer en freelance avec des nouvelles compétences et de réapprendre tout à zéro, d'aller chercher, de créer du contenu pendant 6 mois, 1 an et puis de se dire après: «Bah, tiens, je vais aller vendre des prestations». Là, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux avoir le maximum d'impact, le maximum de retour sur investissement par rapport à l'effort que tu es en train d'investir à un moment X. Donc Ouais. effectivement, l'idée, c'est toujours de te dire, comment est-ce que je peux me servir de ce que j'ai aujourd'hui pour arriver à la marge, supérieure et ainsi de suite jusqu'à, en fait, c'est un escalier presque infini. Donc ouais, effectivement, premier sujet, c'est le réseau, de voir est-ce qu'il y a des personnes, tu as des alliés potentiels dans ce réseau-là, que tu vas pouvoir contacter, activer dans un premier temps pour aller chercher tes 3-4 premières petites missions. Encore une fois, Mmh. l'idée, c'est pas d'être super gourmand, d'avoir des gros projets dès le démarrage, parce qu'en fait, si tu veux, le type de mission que tu vas prendre au démarrage est très lié à la maturité de tes clients et à ta maturité en freelance. C'est quand même c'est risqué de te dire, par exemple, je vais aller chercher des clients qui sont extrêmement matures, par exemple, sur la partie social media, si j'ai 1 an d'expérience en community management et que Ouais. si on me challenge un petit peu, d'être un peu bancal. Autant aller voir des clients qui sont moins matures, sur lesquels je vais pouvoir déjà apporter de la valeur parce que, bah, avec 1 an d'expérience, par exemple, je suis déjà capable de faire des premières choses qui vont compter pour ces personnes-là, mais qui compteront pas forcément pour, je sais pas, une boîte qui a déjà, j'en sais rien, 100 000 abonnés sur Instagram. J'aurai pas les mêmes armes et en fait, je vais pas être crédible et donc je vais galérer en fait à les signer. Et c'est généralement ce qui se passe, c'est que on est parfois un peu trop gourmand. On veut aller chercher le client idéal dès le démarrage, alors qu'on n'a pas forcément à la fois le niveau de maturité, les expériences qu'il faut pour aller chercher ces clients-là. Tu vois, si demain je veux travailler avec Netflix, euh, peut-être qu'avant, je peux avoir des étapes intermédiaires avant de me dire j'ai envie de travailler pour Netflix, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je trouve que il y a une manière hyper intentionnelle de le faire en plus. Tu as parlé du client idéal là. Et moi, ce que j'avais partagé dans la malheureuse dernière conférence présentielle que j'avais faite avant toute cette histoire du Covid, c'est de dire qu'en fait, c'est plus une destination et tu peux te poser des questions hyper conscientes de si je veux demain travailler qu'avec ce genre de client, c'est quoi les clients avec qui je dois travailler Mm. avant pour valider le fait d'aller vers ça. Et tu peux avoir du coup un truc sur le secteur, puis un truc sur la taille de client, puis un truc sur le type de mission, et construire petit à petit, genre comme un espèce de pont qui va vers cette destination-là. Et je pense un autre truc qui est important dans ce que tu as dit, c'est tu veux que tes premières missions, tes clients sentent très fort la valeur que tu leur apportes, genre qu'ils se disent, Ouais. moi en effet que je me dis, je cherche toujours à générer chez mes clients et que j'invite les gens qui me suivent et m'écoutent à générer chez leurs clients, c'est l'effet genre, où étais-tu toute ma vie? Comme si tout d'un coup tu changeais un truc tellement douloureux pour eux qu'ils se disent putain c'est incroyable, j'ai rencontré la personne parfaite. Et quand tu fais vivre ça à ton client, c'est hyper fort pour eux et du coup ça devient des alliés dans l'aventure. Mais c'est hyper fort pour toi aussi parce que ça crée les ressources à l'intérieur de toi pour dire ok maintenant j'ai ce qu'il faut, level up et on passe à la suite. Et c'est un cheminement hyper vertueux quoi. C'est clair, c'est clair. Et vraiment, tu vois, encore une fois, l'objectif, c'est de prendre de l'expérience. C'est le seul objectif. C'est pas de faire un énorme chiffre d'affaires, c'est juste de prendre de l'expérience, d'avoir des références, de pouvoir comprendre aussi, parce qu'il y a forcément des choses que tu auras pas anticipées, tu vois? Des clients, tu vas prendre les retours des clients, tu vas voir que les clients vont te poser des questions que tu avais pas anticipées et cetera. Donc en fait, tu commences à te forger une expérience de freelance qui est différente d'une expérience de salarié, et je pense que ça peut se faire dans un temps très court, tu vois? Tu as pas besoin d'attendre 6 mois pour aller chercher, 3-4 petits clients, normalement, ça Ouais. devrait se faire en 1 mois, 2 mois max, tu vois? Ouais, c'est clair. Et je trouve ça marrant, du coup, avec ce que tu dis, je trouve que la métaphore du jeu vidéo prend tout son sens, qui est un peu une métaphore filée que tu as Mmh. avec ton livre, L'aventure dont vous êtes le héros. Et je disais récemment à une des membres de Inside Freelancing, de ma communauté privée, elle me disait, ça fait 3 ans que je suis en freelance, elle vient de changer de micro-entreprise à créer sa SaaS. Ça s'était tout le temps hyper bien passé, être avec des clients merveilleux et tout. Et là, son dernier client avant qu'elle change, il lui fait vivre un enfer. Et genre, ils veulent pas la payer. Enfin bref, pire expérience Mmh. de sa vie. Et c'est hyper challengeant pour elle. Et elle est venue dans un coaching public que je faisais dans la communauté pour poser ce truc-là. Et du coup, moi, ça m'a fait rire et je lui ai dit, je crois que tu es face au boss final du niveau micro-entreprise. Et du coup, c'est trop, enfin, c'est ce que tu dis en fait. Elle n'avait pas vécu l'expérience d'un client difficile jusque maintenant. Et maintenant, quand elle aurait vécu, elle saura mieux comment le gérer par la suite, quoi. Et en fait, si tu te dis, mon seul objectif, c'est d'avoir des nouvelles expériences pour grandir et devenir
un meilleur freelance autant sur mes compétences que sur la gestion, que sur la relation client, enfin tous les sujets. C'est infini la progression et du coup à chaque fois tu passes des caps assez naturellement sans te forcer à dire je vais chercher plus de machin, plus de machin. Et puis, c'est toujours plus confortable d'avoir un client challengeant quand tu as déjà 3-4 missions que d'avoir un premier client Grave. challengeant. Tu vois, c'est comme les clients qui va être un peu. Autant avoir des clients qui sont pas trop. Quitte à faire encore une fois, avoir des budgets, avoir des TGM qui sont moins élevés au démarrage, mais pour que tes clients ne te challenge pas et que tu leur apportes un maximum de valeur, plutôt que d'avoir dès le démarrage un client qui va te demander de changer ton offre, de lui faire une ristourne, etc. En fait, quand tu n'as pas l'expérience, tu paniques, tu dis oui, et donc tu te retrouves dans des cercles vicieux un peu galères. Alors que quand Ouais, tu as 10, 15, 20 missions, que tu as déjà 3 ans d'expérience, t'inquiète pas que ces clients-là, dans tu 3 sais les ans, gérer quoi. tu sais les gérer, quoi. Soit tu leur dis, Ouais, il y a d'autres freelances sur des plateformes qui seront prêts à se brader, soit tu leur expliques pourquoi est-ce que ça sera comme ça que ça marchera, et c'est comme ça que je fonctionne, ouais, quoi. grave. Mais cette confiance-là, tu Moi l'as il y pas au a démarrage, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, c'est là où je parlais de les ressources internes pour gérer, c'est ça à mon sens. Et du Mmh. coup, je me permets de partager, il y a une stratégie marketing que moi j'utilise perso sur tous les projets que je lance et que j'utilise depuis que je suis free aussi, enfin, depuis que je me suis lancé en freelance. Ça s'appelle la stratégie de l'urgence lente. Et en gros, ça dit, à chaque fois que tu vends une nouvelle fois un truc que tu as déjà vendu, le prix monte. Même si c'est très léger, tu vois, même si tu passes ton Mmh. TJM de, je sais pas, 250 € à 270 € par jour, mais à chaque fois, il faut que ça monte. Et c'est là où tu prends la progression. Et du coup, tu peux partir plus bas parce que tu sais qu'à chaque fois, tu vas être dans une augmentation, quoi. Et tu as moins l'impression de il faut direct que je mette super haut alors que tu n'as pas les ressources pour le faire autant interne que Mmh. extérieur sur ta crédibilité. Mais c'est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie parce qu'à chaque nouvelle mission, tu as des nouvelles idées, et ça, c'est un avantage énorme, quand tu es une entreprise et que tu fais appel à des freelances, c'est que les freelances ont vu d'autres cas, et donc généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu accompagnes un client, bah, tu vas pouvoir avoir le recul nécessaire, d'autant plus si c'est, le même genre de client que tu accompagnes régulièrement. Bah, tu vas pouvoir voir, en fait, ce que tu as déjà fait par le passé, ce qui a bien fonctionné. Tu connais en plus les résultats de ce que ça a eu, et cetera, et donc en fait, tu peux lui pousser des nouvelles idées, et donc en fait, c'est normal que parce que tu as des nouvelles idées, tu as testé des choses, en fait, tu arrives de plus en plus préparé à chaque nouvelle mission. Donc qui dit plus préparé, dit en fait tu es devenu un meilleur freelance ou une meilleure freelance, et donc en fait, ça coûte un peu plus cher, quoi. Ah bah ouais, grave, normal. Du coup, si on revient dans la peau de notre social Ouais. media manager en lancement, ce que j'ai fait là avec cette partie-là, c'est que j'ai été creuser dans mon réseau les anciens d'agence, mes anciens collègues. J'ai discuté avec mon boss à l'agence. Je suis allé voir un peu des anciens clients que je sais ne travaillent plus avec l'agence pour voir où ils en sont. Et aussi, du coup, j'ai recontacté toutes les personnes avec qui j'avais discuté pendant mon étude. Tu sais, les 15 interviews que j'avais faites. Et Mmh. comme j'avais bien fait mes interviews, il y en a plusieurs d'entre eux avec qui j'avais commencé à tisser un bon lien. On avait parlé pendant 2 heures au téléphone. Du coup, c'était plutôt quali. Et du coup, j'ai décroché on va dire mes 3 premières missions, qui étaient à chaque fois sur une première offre que je testais, qui était les accompagner sur leur premier mois de lancement sur Instagram, avec du coup un plan de lancement, réflexion calendrier éditorial. Et du coup, on a fait, on va dire, une quinzaine de posts sur le premier mois pour avoir nos premiers résultats et voir ce qui se passe. J'ai fait ça, les missions viennent de se terminer ou vont se terminer dans pas longtemps. Qu'est-ce que je fais ensuite une fois que j'ai closé ces premières petites missions-là? Alors déjà, le premier sujet, c'est de se dire: si les clients sont contents, il faut surtout pas les lâcher. Hmm. Moi, je suis toujours, je il y a des trucs que je comprends pas, peut-être que je sais pas pourquoi. Il y a des choses que je comprends pas, mais parfois je vois sur des sites de freelance, je vois des Hmm. freelances qui sont fiers d'afficher le nombre de clients avec lesquels ils ont travaillé. En marketing, alors est-ce que c'est parce que moi je suis dans le marketing et du coup il y a des trucs que je comprends pas? Mais je trouve que c'est tout sauf un argument marketing d'afficher le nombre de clients avec qui tu as bossé. Parce que par exemple, moi qui fais appel aujourd'hui encore à des freelances, à la fois sur mes missions clients pour m'accompagner et puis sur Tribu Indé, si tu veux, moi c'est une alerte rouge. C'est-à-dire que multiplier les clients, c'est pas forcément si tu veux, c'est pas forcément le meilleur signal que tu peux envoyer à un client versus te dire voilà, moi j'ai travaillé avec 10 clients dans l'année, mais ces 10 clients-là, ça fait 6-12 mois que je travaille avec eux. Là, je Ouais. me dis,
OK, c'est-à-dire que ça se passe très bien pour qu'un client te paye pendant 12 mois, c'est que ça se passe très bien. Donc du coup, si je reviens à ces, 3-4 clients que tu as fait, le but du jeu, c'est que s'ils sont satisfaits, il faut continuer de bosser avec eux. Il faut absolument les garder. Déjà, parce que ça sera plus facile de convertir un client qui connaît déjà notre valeur, avec qui on a déjà travaillé, c'est beaucoup plus facile de lui revendre une nouvelle prestation, plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients avec qui il faut montrer sa crédibilité, il faut montrer des use cases qu'on a pu faire, etc. Donc, premier enjeu, c'est d'anticiper la fin de cette mission-là, d'anticiper les prochains challenges qu'ils peuvent avoir. Tu vois, moi, je sais pas, mais si tu fais si par exemple, tu te focalises sur Instagram et que tu as lancé un calendrier éditorial sur un mois, que tu as fait tes 15 posts du mois, l'idée, c'est de se dire, OK, généralement, qu'est-ce qui se passe par rapport à mes expériences passées? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ça? Bah, ensuite, il y a continuer de produire des contenus régulièrement. Il y a peut-être utiliser ces contenus-là, en refaire des capsules de contenu ailleurs. Il y a peut-être animer la communauté qui commence à grandir. Il y a, je sais pas, peut-être tester un peu de publicité sur Instagram, etc. Bref, essayer d'anticiper les challenges, essayer de sonder aussi le client et de lui proposer avant même la fin de la mission comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble. Voilà l'option 1 que je propose de continuer sur ce qu'on fait. Voici l'option 2 où on peut continuer ce qu'on fait et puis on pourrait tester sur le prochain mois, on pourrait tester telle action. Et voici l'option 3 où en fait je reprends une grosse partie, la partie communication sur Insta, et donc je vais faire ça, ça, ça. Et du coup, déjà, tu crées de la récurrence. Déjà, c'est énorme, tu vois. Si tu as 3 clients même qui Ouais. te payent, mettons, je sais pas, mettons qu'un client te paye 400 euros par mois pour gérer tout ton Instagram, de la réflexion stratégique à l'opérationnel, etc. Tu as 3 clients, tu es déjà à 1200 euros, quoi. Tu es déjà un SMIC alors que, enfin, en fait, c'est fou. Et donc, tu as presque, là, du coup, il Ouais. faut plus que tu ailles chercher 3-4 clients. Et en fait, tu reviens sur plus ou moins 2000-2500 euros au bout de 6 mois enfin 3-4 mois de freelance. C'est quand même pas mal. Donc, C'est clair. récurrence à fond. Et commencer à créer des cas clients. En fait, avant de vouloir faire du marketing, à créer un blog, créer des publications à droite à gauche, utiliser le contenu qui existe déjà. Donc, en fait, En toi, tu as mission. eu ces 3-4 missions, faisant des use cases. Quels étaient les objectifs de départ? Quelle est la typologie de la boîte? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Avec quelle méthode? Quels ont été les résultats? Faire des interviews avec les clients. Bref, en faire du matériel marketing, c'est le meilleur matériel en fait. La partie use case, c'est ce qui montre concrètement ce que tu es capable de faire. Et ça vaut tous les articles de blog que tu peux faire en expliquant l'importance de faire du social media management, l'importance d'Instagram en 2021, etc., etc., tu vois. C'est clair, c'est clair. D'autant plus que il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Je vais essayer de structurer. Je vais revenir en premier sur le point de la récurrence sur lequel j'ai vraiment envie d'appuyer. Parce que clairement, moi, c'est depuis que je suis indépendant, donc je me suis lancé pendant mon Master 2 avec un premier client qui était du coup réseau pouvoir proximité, la mère de ma copine de l'époque. Et Qui, très bon exemple. tu vois, et du coup, c'était ma première mission pour mon client historique avec qui, jusqu'à ce jour, ce matin même, je faisais des trucs pour eux parce qu'on est en train d'arriver sur la fin et moi, je suis en train de lâcher mes missions de freelance pour me mettre à 100% sur la partie coaching. Mais jusqu'à là, donc ça fait presque 5 ans, tous les mois, j'envoie une facture à ce client. C'est fou. Et ça, c'est une récurrence incroyable. C'est le client qui m'a réglé le plus d'argent dans ma vie indépendante. Alors que j'ai commencé au tout début, ma première facture à eux, c'était 400 euros par mois. Aujourd'hui, je leur facture plus de 1000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Progression, Enfin, on a mm. avancé, on a grandi ensemble, on a construit tellement de choses sur 5 ans. Mais et ça, je trouve que on l'anticipe pas beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, on est dans le jus, on fait la mission, on facture et tout, la mission se passe super bien. Potentiellement, on récupère un petit testimonial, une petite recommandation, etc. Mais en fait, c'est une fois que la mission est terminée, on se dit: «Ah, mais en fait, j'aurais pu continuer potentiellement avec eux, j'ai pas su le faire». Ouais, Et ouais, en fait, mieux vaut le faire quand on est déjà dans la mission, que le client est satisfait, qu'en gros, on a du contact régulier avec ce client-là. Et c'est une preuve aussi de maturité. Le client va s'en rendre compte. Quand le freelance est proactif, c'est toujours mieux, et ça donne un côté hyper professionnel de se dire: «OK, en fait, ce freelance-là, il a dépassé mes attentes. Il est en train d'anticiper ce qui va se passer que moi, j'avais pas forcément vu parce que mon business, c'est pas de faire du marketing sur Instagram. Lui a su déjà m'accompagner un peu. Il m'a tracé potentiellement le futur chemin le sur, chemin, ouais. sur Instagram, quoi.
Donc ouais, ça c'était le premier truc, je trouve que c'est vraiment la base de la Mmh. base. Et sur ma transition maintenant sur nouvelle forme d'activité où je vais plus être sur la partie accompagnement, c'est aussi le premier truc sur lequel j'ai mis le focus, quoi. Comment je crée de la récurrence là-dedans pour que tous les mois, je sais qu'il y a tant qui tombe sur mon compte et du coup, ça te permet d'être beaucoup plus sécurisé et de pouvoir prévoir dans le temps aussi tes actions parce que bah, tu peux piloter, quoi. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, sur les use cases, je te rejoins à fond sur ça et je pense que c'est un truc qu'on valorise pas assez. On a envie d'aller faire, on a envie d'aller lancer le blog, on a envie de lancer les réseaux sociaux, on a envie de lancer tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que le truc pour lequel on nous paye finalement, c'est cette transformation de notre client, on l'a rencontré à un point A, on l'a emmené jusqu'à un point B, ça s'est hyper bien passé. Le point B, c'est exactement où il a envie d'être. Et voilà le chemin, quoi. Et si on est capable de montrer ça et qu'on rencontre d'autres gens qui sont encore au point A, ils vont se dire, bah, moi aussi, je vais aller là-bas. Ok, si tu sais comment m'y emmener, let's go, allons-y, quoi. Et Et je encore une pense fois, que ce ouais. qui révèle derrière, pardon, vas-y, Non, je non, voulais vas-y, juste vas-y, je dire, t'en ce prie. qui révèle derrière, en fait, c'est que les free, j'ai l'impression, au début, tu as envie de toucher des gens qui savent pas encore qu'ils ont besoin de toi. Et tu essayes de toucher, d'éduquer les gens avant que tu aies fait tes preuves et avant que tu aies fait tes premières missions. Et clairement, c'est un bel objectif, mais c'est pas à ton service pour commencer. Le mieux pour commencer, c'est tu cibles les gens qui savent qu'ils ont besoin de toi et qui savent qu'ils ont besoin de, genre, ils vont venir plus rapidement, quoi. Genre, tu as juste à leur faire une petite pichenette et leur dire, voilà, je suis la bonne personne pour ce qu'il vous faut, c'est parti, quoi. En fait, il y avait 2 choses. Effectivement, sur les cas clients, et pourquoi aussi beaucoup le font pas? Parce que, tu te dis: «OK, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit, clair, il faut que ça soit beau Mhm. sur mon site, mais j'ai pas de site internet». La réalité, c'est que c'est impossible de trouver des cas clients que j'ai faits de manière publique. Tous les cas clients, c'est simple, c'est des Google Docs. Alors ça, c'est en Mhm. train d'évoluer, on passe sur des slides, attention. Mais si tu veux, pendant 2 ans, j'envoyais des Google Docs. J'envoyais des Google Docs, en fonction de mes missions. Heu, Encore une fois, il faut se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Le client va pas juger, alors sauf si on est graphiste ou illustrateur, OK, on peut faire ça. Mais sur un social media manager, le plus important, c'est de voir, OK, situation initiale, situation finale, méthodo, les résultats, et combien globalement ça a pris de temps et potentiellement combien ça a coûté, tu vois? Ouais, Et c'est c'est clair. juste ça. Le client, en fait, il a aussi besoin de gagner du temps. Donc ça, c'est un vrai sujet et ça a pas besoin d'être un truc hyper parfait, voire public. Et l'autre sujet sur l'éducation, mais merci d'en parler parce que je vois encore beaucoup trop de freelance qui essayent d'aller éduquer le marché. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas le temps pour ça, quoi. Pas en freelance. Dans ce cas-là, tu montes une boîte et tu attends 4 ans pour faire une boîte rentable, pour éduquer le marché, créer tout le contenu que tu veux. Mais je veux dire, il y a tellement de si tu veux, le marché est tellement énorme qu'il y a forcément des gens qui auront besoin de tes compétences ou alors c'est que tu as pas les bonnes compétences et que c'est tu ou alors tu mets Mhm. pas en avant les bonnes compétences. Mais il y a rien de plus compliqué que d'aller éduquer ton client sur le fait qu'il faut qu'il aille sur Instagram. S'il a pas envie d'y aller, il a pas envie d'y aller, tu vois? Enfin, je veux dire, ça sert à rien de le forcer, il y a déjà suffisamment de clients et un bon freelance, en théorie, avec, 10-15 clients max par an, il est full de chez full, hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu plus Ouais. de 3 clients par mois, et je vis très, très bien, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a pas besoin d'avoir, 300 clients et d'aller choper 300 clients et quand on réfléchit à ça, aller, signer 10 clients, enfin en France, je veux dire, on est des millions, quoi. Je pense que 10 clients qui sont déjà, au courant qu'il faut faire X, Y, Z, il faut se mettre sur Instagram, mais je sais pas comment faire. En vrai, il y en a des milliers. Il y a pas besoin d'aller chercher des boîtes qui sont Grave. pas sur Instagram et qui se disent que Instagram ça sert à rien, tu vois? Il faut tout juste réussir à se mettre sur leur chemin, quoi, qui est la phase marketing derrière. Et Mmh. puis après, tu vois, en fait, je pense que ce truc d'éducation, tu tombes dans le truc quand c'est trop ta priorité et que tu le fais avant même l'émission, avant même Oui. de prioriser le fait de signer des clients. Si tu as, genre, tu vois, imaginons nous deux, on a nos clients, on a notre revenu, et on a du temps à côté, bah là, effectivement, on peut se dire, bah, Bien je vais sûr. mettre en place des systèmes éducatifs, comme je pense à Alex Tourgis qui fait sur sa chaîne YouTube. Il est passé sur le podcast récemment et il y a une série avec toi sur sa chaîne YouTube. Lui, clairement, ça éduque hyper bien les clients qu'il cible parce que les gens qui vont passer par là, bah, ils vont tout de suite comprendre et il va gagner du temps sur la signature et tout. Mais il fait pas ça en premier. Il a déjà fait toutes ses preuves par le passé et il sait que son offre, elle est déjà parfaite. Il sait que son offre, elle plaît. Il sait qu'il est capable de faire le truc et du coup, ça vient complémenter le reste, quoi. Moi, je me dis toujours, et pourtant je suis un marketeur donc c'est contre-intuitif, je devrais presque pas dire ça, mais
quand tu te lances en freelance, ta priorité, c'est pas de créer du contenu, de faire du marketing. La priorité, c'est de connaître quelles sont les compétences rares et utiles que tu vas pouvoir utiliser, de connaître et de tester des hypothèses de positionnement sur une cible 1, 2 ou 3 et d'aller signer des premières missions. Et tu vois, on n'a toujours pas parlé de créer un site internet avec un blog, avec un calendrier Ouais. éditorial pour parler de freelancing et tout. En fait, ça arrive dans un deuxième temps. Quand on a déjà lancé la machine en termes de clients, et avant même de créer du contenu, en fait, on peut créer du contenu dès le démarrage, mais on ne doit pas se dire, OK, je crée du contenu et ça va être mon canal d'acquisition pour aller chercher mes clients. Si on pense comme ça dès le démarrage, je pense qu'on est mort. On est mort, ou en tout cas, pendant 6 mois, on n'atteindra pas ces objectifs financiers parce qu'il n'y aura pas de clients. Donc on peut Ouais. commencer, tu vois, à créer du contenu, à commencer à publier sur les réseaux sociaux, etc. Mais sans se donner un objectif de cette création de contenu-là doit me ramener X clients. C'est un truc qui est beaucoup plus long terme et qui arrivera avec le temps. Mais avant d'arriver et qu'en gros, la courbe entre ton réseau, ta prospection qui va diminuer et puis ta création de contenu qui va te permettre d'avoir des clients, le point d'intersection, il n'arrive pas au bout de 3 mois, il arrive plutôt au bout de 6 mois, 1 an et demi. Et donc là, ça s'inverse et donc c'est d'autres stratégies. Mais avant ça, c'est le réseau et en vrai, faire de la prospection. On en parle assez peu, mais moi, j'ai été récupérer des premières missions en faisant de la prospection. Enfin, et il y a plein de manières de faire et on pourrait en faire un podcast entier, mais rien que d'aller voir, par exemple, sur les job boards, des potentielles entreprises qui sont dans les cibles qu'on a identifiées avant sur le sujet des positionnements, et d'aller voir que ces entreprises-là, elles cherchent potentiellement soit des stages, soit des CDI sur le sujet qu'on adresse et sur nos compétences. Qu'est-ce qui nous empêche de les contacter, de peut-être faire une micro-simulation de use case avec eux sur ce que vous pourriez faire pour eux en essayant de les projeter. Rien que ça, déjà, en vrai, il y a moins de 5% des freelances qui ont, je suis sûr, déjà répondu à des offres d'emploi pour proposer des missions en freelance. Ouais, c'est clair. Et je trouve ça intéressant du coup parce que moi, je suis jamais passé par cette case prospection. Moi, le truc que j'ai toujours priorisé, c'était le réseau. Et j'allais dire, si je me remets dans la peau de ce social media manager, j'ai fait mes 3 premières missions. J'ai revendu à 2 de ces 3 personnes où ça s'était hyper bien passé. Comment je fais pour étendre ensuite? Ben, à mon sens, il y a déjà, tu as acquis un nouveau réseau, des clients hyper satisfaits. Mm. Et un truc que je faisais tout le temps au début, c'était est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de mes compétences et avec qui tu peux me mettre en relation? Parce que eux sont Mm. souvent plus connectés dans cet univers-là. Donc là, tu as déjà un pont pour continuer de grossir et d'étendre ton réseau. Et ensuite, moi, un truc que j'ai cherché très tôt, c'est ce que j'appelle des nœuds de réseau. Et tu en as parlé un peu, c'est les gens qui sont déjà actifs dans l'écosystème dans lequel je cherche à être actif. Et du coup, moi, ça s'est manifesté par rejoindre une sorte d'agence d'indépendants et de co-créer un truc avec eux, où du coup, j'étais en lien avec quelqu'un, ça fait 15-20 ans, qui vendait des choses où moi, je pouvais être missionné sur des missions. Et du coup, j'ai des missions par là. Parce que je me suis positionné en mode, hey, coucou, t'es pas mon client direct, mais par contre, on peut faire des choses ensemble et ça se passe bien. Et à faire ça à plusieurs reprises, à différents endroits, avec plusieurs personnes, bah, ça te fait des canaux d'entrée réseau. Et finalement, c'est ça qui m'a apporté, je pense, 99,9% de toutes mes missions pendant mes années en freelance en tant que branding. Donc clairement, c'est hyper puissant de fonctionner comme ça. Et du coup, j'ai jamais eu à prospecter sur ça. Mais effectivement, je pense que c'est les 2 choses du début, quoi. Tu En fait, prospectes pour généralement, te ouais. construire ce Mm. réseau et ensuite tu fais levier Exactement. dessus, etc. Parce que généralement, tu as une objection quand tu parles du réseau. Euh, on te dit oui, mais moi, j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau, ouais. Donc du coup, pour contrer ça, et ça arrive de pas avoir de réseau, si on veut complètement faire un virage à 180°. Alors bien sûr, du coup, à mon avis, ça se prépare avant de se lancer en freelance. Donc en théorie, si tu Ouais, te lances sans réseau, c'est toujours plus compliqué. Ça veut pas dire que tu réussiras pas, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Mais du coup, l'autre alternative, c'est d'aller chercher de la prospection. Et là, pour le coup, c'est sûr que c'est un peu moins sexy. C'est sûr que tu as beaucoup de gens qui te parlent pas de prospection quand tu te lances en freelance. Pourtant, c'est une réalité. Il y a moi, je connais plein de freelances qui sont d'excellents freelances et qui continuent de prospecter pour aller chercher des entreprises extrêmement bien ciblées avec lesquelles elles ont ou ils ont envie de bosser absolument, tu vois. Et moi, c'est ouais, typiquement ce que j'ai fait, notamment sur grave. certaines startups parisiennes avec lesquelles je voulais absolument bosser. Ben, en fait, c'est une forme de prospection. Alors, je suis passé par parfois des mises en relation, etc.
mais c'est des gens que je connaissais pas, tu vois. C'est pas des gens qui étaient dans mon réseau, que je connaissais directement. Donc c'est une forme de prospection. Et effectivement, les nœuds de réseau sont extrêmement intéressants. Selon les typologies des clients, ce qui est cool, c'est quand il y a des communautés en ligne, quand il y a des groupes dans lesquels tu peux potentiellement trouver ces clients-là, c'est d'apporter tu vois, un max d'informations, de répondre aux questions, d'être vu comme quelqu'un d'actif dans ces réseaux de Ouais. communautés. Je pense à Mathias Abramovich que j'ai eu peut-être au deuxième épisode du podcast, il y a presque Ouais, tout 2 ans, début, je me qui souviens. en fait avait fait ça, qui s'était immiscé dans des associations d'entreprises de la région, etc., et qui avait récupéré un maximum de missions comme ça parce que c'était vu comme quelqu'un de moteur, qui organisait des événements, qui était proactif, etc. Et donc, en fait, on pense à toi. Une fois qu'on t'a identifié, que tu as été suffisamment clair sur ce que tu proposais, et bien ensuite, on va penser à toi parce que tu fais partie de ce cercle-là et tu fais partie un peu de Ouais, cette tribu, quoi. clairement. Ben moi, un autre exemple là-dessus, c'est, comme ma cible, c'était écosystème startup aussi, le tout premier nœud que je suis allé cibler, c'était, l'incubateur de mon école. À Mmh. Dauphine, il y avait un incubateur de startup et du coup, le premier truc, j'étais dans l'asso entrepreneurial aussi. Je suis allé là-bas, j'ai commencé à bosser avec une des startups sur place et du coup, ça te fait un premier nœud où tu rentres dans l'univers. J'ai un autre exemple où j'ai eu, des startups qui faisaient partie d'un même programme d'accompagnement, où ils se sont refilés mes contacts à des moments précis. Tu peux rentrer dans des incubateurs aussi, où du coup, dans les incubateurs, il se passe les trucs. Donc, effectivement, c'est trouver où est-ce que. En gros, moi, la question que j'aime plus souvent poser, c'est quand tu as identifié un client type hyper précis, demande-toi où est-ce que eux, entre eux, se regroupent naturellement et comment est-ce que toi, tu peux être visible dans ces endroits, soit par le biais d'un client qui y va naturellement, soit en réussissant d'une manière ou d'une autre à être en position de force là-dedans, quoi. Et, et je te dirais même, c'est même pas demande-toi, c'est demande-leur où est-ce qu'ils se retrouvent. Et normalement, si Grave, tu fais ouais, bien ta en recherche, plus. il y a tout un. Tu verras dans le bouquin, il y a tout, je donne quasiment toutes les questions que moi je pose parfois quand je fais de la recherche. Il y a une section entière qui est déjà comment est-ce que tu fais ta veille, quel genre de contenu tu lis, où est-ce que toi tu t'informes sur le marché, sur ton écosystème, et surtout où est-ce que tu vas retrouver tes pairs. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est des événements? Est-ce que c'est très régional? Est-ce que tu peux me donner deux trois noms de communautés, deux trois groupes dans lesquels je peux potentiellement rentrer en contact, etc. Et en fait, tu peux, en fait, faut leur demander, quoi. Tout simple. Et ils auront, au moins, tu es sûr d'avoir une bonne réponse et une vraie réponse plutôt que toi, tu vois, tu peux avoir une intuition et tout dépend. Si tu connais le marché, par exemple, tu connaissais le marché des startups, tu savais globalement où est-ce que tu pouvais aller trouver ces boîtes-là. Mais quand tu connais pas le marché, en fait, le plus simple, c'est de leur demander plutôt que de passer Ouais, des heures grave. à te demander ouais, où est-ce que je peux les trouver, quoi. Ouais, clairement. Hyper bonne manière d'intégrer ça en plus dans la phase de recherche. Et ce que je dirais du coup, c'est quand tu identifies ces choses, on peut presque faire la boucle et revenir à l'étape du début, qui est une sorte de prospection dissimulée, mais plutôt que d'arriver en frontal en mode je veux te vendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont Mm. pas en plus à l'aise avec ça s'ils démarrent en freelance, refaire le truc de tu m'intéresses, j'ai envie d'en savoir plus sur ce que vous faites, sur votre entreprise, etc. J'adore votre produit. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que je peux vous poser des questions pour mieux comprendre? Et tu recommences le cycle de recherche, hypothèse, machin. Et c'est comme ça que tu crées le premier lien. Et une fois que tu as un lien plus fort, tu dis, bon, ben là, voilà ce que j'ai compris. Est-ce que ça vous dit qu'on bosse ensemble, quoi? Et tu refais ce cycle. Et je me dis, je sais pas ce que c'est les autres étapes que tu verrais derrière et que tu élucides dans le bouquin, mais sur tes 2 premières années, c'est presque une répétition de ce genre de cycle jusqu'à ce que tu aies construit une base solide de compétences, études de cas, références clients, réseau de clients, etc., quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, t'as l'étape suivante où, encore une fois, et c'est pour ça que c'est important de poser au clair tes objectifs de pourquoi tu t'es lancé en freelance et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir de manière concrète. Mais après, tu peux avoir des phases comment j'appelle un peu des phases d'accélération, qui peuvent arriver plus ou moins vite. En fait, ça dépend de l'intensité que tu as envie de mettre dans ton activité, du niveau de développement. Mais ensuite, c'est l'idée de comment est-ce que tu peux, si tu as envie, bien sûr, d'aller chercher le palier supérieur. Donc, c'est soit Mm. bosser sur d'autres projets à côté qui vont te permettre, par exemple, je sais pas, de diversifier tes revenus. Est-ce que c'est de travailler avec des clients qui sont du coup beaucoup plus matures, qui demandent beaucoup plus d'exigences? Et donc, comment est-ce que je vais faire pour gagner en crédibilité, augmenter ma jauge de crédibilité pour aller chercher ces clients qui sont beaucoup plus matures? Et donc, c'est là où Mm. tu commences, tu vois, tu as un vrai sujet sur
sur la partie comment tu deviens une des références sur le marché et surtout comment tu commences à créer un petit média. Et donc, c'est là où il y a tous les sujets de personal branding, de marketing de contenu, etc., que tu peux inclure là-dedans quand tu as envie de passer un peu d'accélérer sur ton activité en free. Ouais. Ouais, où tu as une base solide et ensuite tu décides c'est quoi la voie que je vais prendre pour continuer l'aventure et par où je passe, quoi. Sachant que dans ces 2 années, on apprend tellement de choses. Moi, je me souviens de mes 2 premières années, mais j'avais le cerveau enfumé tout le temps tellement tu as l'impression d'apprendre des trucs autant sur ton métier que sur toi, que sur tout ce qui va autour dans la phase entrepreneuriale, quoi. C'est dingue, en vrai. C'est clair. Et c'est tellement passionnant. Et j'ai l'impression que si tu veux, c'est une histoire sans fin, en fait. Tu vois, j'aurais presque pu rajouter l'aventure sans fin dont vous êtes le héros. Je trouve que Ouais, c'est assez fou de se dire, et j'en parle un petit peu dans le livre sur. Moi, j'avais été pas mal marqué par ce qu'avait dit Simon Sinek, donc qui a fait Start With Why que tout le monde connaît. Mais il a sorti plus récemment un bouquin qui s'appelle The Infinite Game. Il parle justement du jeu fini versus du jeu infini. Et en fait, nous, en tant qu'indépendants, c'est pour ça que je te disais, tu vois, on peut pas reprendre les codes du salariat parce que en fait, on joue juste pas au même jeu. Là où en fait, un jeu fini dans le monde de l'entreprise où les règles, elles sont connues de tous, tu vois, comme au foot. Au foot, bah, en gros, pour gagner la partie, il faut que une des deux ouais, équipes marque plus de buts que l'autre. Bon, bah, en fait, tu as un peu les mêmes règles du jeu quand tu es dans le monde de l'entreprise. Tu as un jeu fini, les règles, elles sont claires, c'est-à-dire que tout le monde démarre en bas de l'échelle globalement et selon tes performances, ton jeu politique, etc., tu montes les échelons jusqu'à arriver à un stade où tu as un plafond et tu peux plus progresser. En freelance, en fait, si tu veux, tu progresses quasiment à l'infini, et deux, c'est un jeu qui est, si tu veux, individuel dans le sens où il n'y a pas de comparaison à avoir aux autres. En fait, il y aura toujours meilleur que toi, il y aura toujours moins bon que toi. Et ce qui compte, c'est juste ta progression personnelle parce que ta progression personnelle ne dépend pas forcément de tes concurrents, des autres freelances. mm, Et ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant et qui est hyper passionnant. On pourrait en parler des heures. Moi, c'est un truc qui me c'est passionne, ce clair. concept de jeu infini. Mais effectivement, il y aura toujours des choses à inventer et c'est pour ça que je pense que dans 10 ans, on pourra encore parler de freelancing et trouver des nouvelles idées, des nouvelles Grave. manières d'aborder les choses parce qu'il y a tout à inventer en fait. Il y a tout à faire, il n'y a pas de règles du jeu qui sont. Il y a des méthodes qui fonctionnent, on en a parlé aujourd'hui, mais il n'y a pas de règles du jeu où en fait, si tu fais pas cette règle-là, tu vas sortir, tu vas être hors jeu, tu vas être éliminé. En fait, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Ouais. Bah, d'autant plus que moi, ce que je trouve incroyable, c'est que t'as pas de règles du jeu prédéfinies, tu as tes propres règles qui sont les critères dont on parlait un peu au début Mm. de à quoi j'aspire à vivre avec cette activité, c'est quoi le rôle de mon travail dans ma vie au sens plus large du terme. Et ça, c'est changeant au fur et à mesure du temps. Tu vois, mes règles du jeu à moi et mes critères de décision et de choix et de pilotage il y a 4 ans, 5 ans quand je me suis lancé, c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et du coup, tu as ça aussi, ça c'est un côté infini, c'est en fait, toi, on est un être humain qui va changer tout au long de notre vie. Et au fur et à mesure de ce chemin de changement interne, ben, on va pouvoir faire évoluer, grandir, développer et jouer avec les éléments concrets de notre business pour l'affiner au fur et à mesure. Et dans ce sens-là aussi, c'est infini, dans le sens où bah, on est constamment en train d'ajuster des petits trucs, des critères et de changer pour que ça nous convienne parfaitement. Et en même temps, on avance, on progresse sur tous ces critères en même temps, quoi. Et c'est vrai que c'est passionnant. Enfin, Et c'est... tu sais, je sais pas si tu as lu le bouquin Ready Player One. Ils en ont fait un film. Je me demande si c'est pas Spielberg derrière. Mais en fait, c'est en gros, tu es dans un monde un peu futuriste. Enfin, c'est les humains, mais qui dans quelques centaines d'années. En fait, il se trouve que la plupart de leur vie, tout le monde se retrouve sur une sorte de gros jeu vidéo en ligne dans lequel tout le monde peut avoir son propre avatar et donc, tout le monde peut avoir son propre équipement en fonction des quêtes que tu vas faire, etc., etc. Le film et le bouquin sont incroyables. Mais en fait, enfin, moi, je vois un peu, tu vois, le freelance comme un vrai jeu vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que, effectivement, tu vois, il y a un peu cette métaphore un peu autour du jeu vidéo, etc. Parce que au fur et à mesure des expériences et tout, tu vas gagner en équipement, tu vas prendre des nouvelles compétences, tu vas gagner en confiance, etc. Et donc, tu vas aller dans des nouveaux mondes, chercher des nouveaux types de clients, travailler peut-être sur des nouveaux projets, d'autres projets plus personnels. Bref, ton personnage, ta propre vie va évoluer à mesure que tu avances aussi sur l'aventure freelance. Et heureusement, comme tu dis, que
tes règles, elles sont mouvantes et que tes objectifs d'il y a 4 ans, je suis sûr qu'ils sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui et tant mieux en fait. C'est-à-dire que Rien à c'est voir. une bonne chose parce que ça veut dire que tu as évolué aussi, tu vois? C'est clair, c'est clair. C'est clair et j'ai hâte justement de voir, à quoi ça va ressembler dans encore 4 ans, dans encore 5 ans. Parce que je suis sûr et certain que ça en aura encore une fois rien à voir et que ce sera nourri de toutes les expériences de ces dernières années, quoi. Ouais, c'est tellement dur d'anticiper. Notre cerveau, il est pas câblé pour anticiper, Non, je pense pas. aussi loin, tu vois? Genre là, je suis capable de dire, dans 3 secondes ce que je vais pouvoir faire, je suis capable de dire aujourd'hui, puis la semaine prochaine ce que j'ai prévu. Te dire où est-ce que je serai dans un an, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors t'imagines à 4 ans. Moi, il y a 4 ans, je te dis ça parce que j'ai enregistré un podcast sur, Solo, c'est le premier épisode Solo, donc j'ai pensé à toi, qui as l'habitude d'en faire et j'expliquais il y a 4 ans, j'étais sur les bancs de l'école. C'est-à-dire que j'étais encore étudiant, j'étais pas du tout prédestiné à 1 faire être freelance, 2 Ouais, créer un podcast et encore moins écrire un bouquin, tu vois? Enfin, et c'est juste une succession d'évolutions qui t'amène à un point, X ou Y. Et ça, c'est hyper passionnant. Et l'avantage du freelancing, c'est que ça te permet de te créer tes propres règles et d'aller, je pense, beaucoup plus vite que si, euh, tu vois, j'étais resté salarié, j'aurais pas eu la même accélération et j'aurais pas eu les mêmes opportunités non plus, tu vois. c'est clair, c'est clair. Bah, du coup, un grand merci Alexis pour toute cette discussion. C'était vraiment cool et juste pour les gens qui nous écoutent, je trouve qu'on a fait un plutôt bon taf de lancer ce social media manager, sur ces 2 premières années, mais c'est une grossière, résumé du bouquin. Heureusement qu'on peut pas faire le résumé de tout ce qui est compris dans ton livre en 1h17 d'épisode. Je pense qu'il va falloir creuser bien plus profondément. Et du coup, Alexis, si tu pouvais partager aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent aller creuser plus profondément dans cette méthodologie de 0 à 2 ans, où est-ce qu'ils retrouvent le livre, où est-ce qu'ils peuvent te lire ce projet immense dont tu es maintenant le père fondateur. Eh ben écoute, le livre est disponible dans votre librairie de quartier. Privilégiez les libraires de quartier. Ils sont capables, normalement, ils ont un ou 2 exemplaires où ils sont capables de le commander. Sinon, il est bien sûr disponible sur Amazon, Cultura, la Fnac, un petit peu partout. Et si vous voulez un petit peu plus creuser le sommaire, la thèse du livre, ce qu'on va y trouver, et puis il y a quelques bonus, en plus du livre que j'offre, notamment sur des outils, sur des masterclass administratives, sur des interviews un peu exclusives. Bah, tout est sur tribuindé.com/livre. Il y a toutes les infos. Et je vous souhaite d'avance une bonne lecture pour les plus curieux d'entre vous. Yes, bah, de toute façon, je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent aller fouiner un peu sur toutes les infos sur le site d'Alexis. Et en attendant, de mon côté, je te félicite encore, mon pote, pour ce super achievement. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de l'avoir entre mes mains et de voir ce qui va se passer quand tu repasseras sur Young World on Freelance d'ici une cinquantaine d'épisodes encore. Je suis sûr que ce sera grand. Eh bah, écoute, c'est tout le mal que je me souhaite. Merci encore, Thomas, pour tes encouragements. Merci, pour cette invitation et je te souhaite une belle aventure pour, 2021.